Merci, messieurs. Alors, on va passer à une dernière série de 5 questions et vous conclurez là-dessus. Donc, Madame Mélanie Thomas, vous avez demandé la parole a priori. C'était sans doute... Ah oui, donc c'est Valérie. Non, bah, d'accord. Mais Bon, j'avais des questions en Dominique stock, Potier. mais Non, on va laisser mais Valérie. on va passer à Monsieur Potier pour le Parti socialiste. Donc, pour Monsieur Potier tout seul. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bravo à tous les deux pour votre engagement. On a eu l'occasion avec le groupe socialiste de vous recevoir il y a quelques temps, donc je vais me situer en complément. On a posé la question à Arnaud Rousseau, il a dit oui, c'est pas pour vous mettre la pression, mais on pense qu'il n'y a rien dans vos propositions sur le secteur amont, qui est un lieu de dégradation du revenu qui est extrêmement important. Je pense au surcoût de mécanisation qu'ont mis en exergue la Fédération des CUMA. On a une fiscalité qui entraîne largement. Est-ce que vous êtes prêt à minima à donner à accompagner notre demande que l'Observatoire des prix et des marges intègre le secteur amont et pas seulement le secteur aval? Comment on y voit clair et qu'on puisse ensuite apporter des régulations nécessaires? Merci, cher collègue. Deuxième question. Oui, vous avez 1 minute, il n'y a pas de problème. Deuxième question, vous êtes favorable à un Big Bang fiscal? Est-ce qu'à iso-fiscalité, voire avec une baisse de fiscalité, vous êtes prêt à regarder l'impact sur les catégories d'exploitation et à remettre un peu de justice dans la fiscalité agricole? C'est plus de 4 milliards, il y a un énorme enjeu, c'est la moitié de la PAC. Enfin, dernière question, vous promettez de vous engager sur le foncier, c'est quand? Parce que depuis que je vous connais, les JA, vous êtes d'accord pour vous engager sur le foncier? C'est dans la PLOA? C'est après les élections chambres? C'est à la Saint-Glinglin? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Fabien Di Filippo. Il n'est plus là? Donc, Mélanie Thomas, si vous voulez. Après, et ensuite, Mathilde Digné. Promis. Oui, merci Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous ai interrogé sur la question sanitaire. Je voulais prolonger avec la question environnementale et tout simplement vous poser une question sur la gestion de la ressource en eau. Comment mieux optimiser cette ressource qui est amenée à se raréfier? Je souhaitais aussi vous poser la question de la priorisation de l'accès à l'eau et votre point de vue en tant que jeune agriculteur sur cette question de la gestion et de la priorisation dans nos territoires ruraux. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Alors, Mathilde Igné. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour messieurs. Je voudrais juste rappeler sur le GFAI que nous y étions opposés puisque pour nous ça revenait à abandonner finalement les terres agricoles au marché en ouvrant leurs propriétés à des grands investisseurs spéculatifs. Voilà, ça c'était sur le GFAI. Moi je voudrais vous poser la question, avoir votre avis sur l'annonce du Crédit Agricole qui veut entrer dans le capital des fermes. Il y a un test qui devrait être lancé en Bretagne en 2025 afin que les banques deviennent actionnaires d'exploitation porcine et de volaille. Donc là, on est au-delà des terres agricoles. Ne serait-ce pas là, du coup, la porte ouverte à la financiarisation des exploitations agricoles? Et d'ailleurs, je note qu'il n'y a eu aucun mot sur le risque de la financiarisation de l'agriculture dans le discours de Madame la ministre de l'Agriculture. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Hervé de Lépinot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Aurel, tout d'abord, félicitations pour votre élection. C'est toujours agréable d'avoir du sang neuf qui arrive. Alors moi, ma question a trait à l'article 13 de la LOA. Vous avez évoqué tout à l'heure le souci qu'ont les JA de se libérer des contraintes administratives. Vous en avez assez d'évoluer comme des tortues, avec un empilement de normes, de contraintes qui pèsent sur vos épaules. Le problème, c'est que cet article 13 qui prévoit donc ce qu'on appelle, nous, le stage de rééducation, quand il y a une atteinte non intentionnelle à l'environnement ou à la biodiversité, cet article 13, il a été réécrit, entre autres, avec la collaboration de Mme Genevard, lorsqu'elle était députée. Et d'ailleurs, les députés LR l'ont voté, cet article 13, alors que nous avons voté contre. Donc, est-ce que vous envisagez, dans le cadre de vos discussions avec le nouveau ministre de l'Agriculture, d'abandonner ce genre de procédures qui sont non seulement humiliantes, inutiles et extrêmement contraignantes, puisque ça va vous prendre de temps et de l'argent, puisque c'est à vos frais? Merci, chers collègues. On passe à la dernière question individuelle de Madame Valérie Rossi. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons longuement évoqué dans les diverses interventions l'épizootie qui ravage nos élevages avec leurs conséquences, bien sûr, sanitaires, c'est évident, économiques également.
Nous avons peu évoqué les conséquences psychologiques, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre question dans notre débat. En tout cas, toutes ces conséquences dramatiques. Nous avons soulevé, bien sûr, les dysfonctionnements en matière de vaccination faites dans l'urgence, victimes d'un fort déficit de doses vaccinales. Mais ce n'est malheureusement pas la première fois. Donc, au-delà de ces problématiques de vaccination, d'approvisionnement, pensez-vous que nous nous sommes suffisamment donné les moyens de l'analyse des crises précédentes afin de mieux anticiper l'actuelle et peut-être malheureusement les prochaines? Dans la même ligne, je dirais, dans la même idée, un nouveau sérotype est arrivé fin 2023, le BTV3, il est arrivé par le nord de l'Europe, notamment, dans le nord de l'Europe, notamment les Pays-Bas. Il a rejoint la France depuis le 5 août. Il s'étend progressivement de plus en plus vers le sud. Merci de conclure, s'il vous plaît. Savez-vous si nous avons assez de données de la part de ces Pays-Bas? Globalement, pensez-vous que la recherche est suffisamment financée, notamment au niveau de l'INRAE? Est-ce que nous pourrions l'aider est-ce que nous pourrions l'aider à mieux anticiper les crises? Bien, merci, chers collègues. On passe à une dernière question, M. Di Filippo, qui est revenu et qui a sauté son tour, mais qui le récupère en fin de partie. Madame Rossi, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je vous présente toutes mes excuses, Président, et je vous remercie de me donner la parole et merci aussi à nos intervenants. Simplement une question avec cette fièvre catarrhale ovine qui décime les cheptels. Est-ce que vous arrivez déjà dans la profession à mesurer l'impact que ça va avoir l'année prochaine? Parce qu'on parle beaucoup de décapitalisation qui a déjà été un processus, une tendance de long terme assez engagée. Dans quelle mesure ça va l'accélérer? Est-ce que vous avez des idées à la fois pour le limiter et pour réussir peut-être demain à recapitaliser sur des marchés sur lesquels, malheureusement, on est déjà très largement importateur? Merci, chers collègues. On a terminé avec les questions individuelles. À vous la parole, messieurs. Peut-être revenir sur les questions d'eau, de partage et sur la question après qui fera lien avec l'actif, notamment sur la question du crédit agricole. Et puis j'en profiterai pour revenir 2 minutes sur le dialogue stratégique qui a été évoqué, mais sur lequel on n'est pas encore revenu, si vous me permettez. Sur la question de l'eau, en fait, la priorisation, évidemment, qu'on ne va jamais dire... on va tout pour l'agriculture, rien que pour l'agriculture. Moi, je pense que si on veut s'extraire de la problématique de l'eau, ou en tout cas essayer d'avoir une piste d'atterrissage qui soit plutôt concluante pour le pays, c'est là encore une fois de sortir des postures. Enfin, moi, je viens d'un territoire où on a dévié et capté 2 rivières des Alpes pour irriguer 3 départements. Irriguer, donner de l'eau potable, faire tourner une centrale électrique qui fait accessoirement un peu d'électricité. Je fais référence à Serponçon. Et donc, à l'époque, c'était plus qu'une méga-bassine. Ça reste toujours plus qu'une méga-bassine, mais en tout cas, ça sert beaucoup toutes les populations. Et donc moi, tant qu'on ne sortira pas des questions de posture politique, en fait, on ne réglera pas le problème ni de la priorisation, ni de l'accès, ni de quoi que ce soit. Voilà. Évidemment que l'eau potable est un sujet et deviendra un sujet de plus en plus prégnant parce que le réchauffement climatique et au moins le changement climatique fait que ça va être une ressource qui va tomber un peu différemment de ce qu'on connaissait jusque-là. Et donc si on ne se met pas en capacité pour la capter, la partager et la valoriser, eh ben, je pense qu'on aura collectivement raté l'objectif de l'eau. Et pour le coup, c'est quand même, je doute pas que vous l'avez oublié, mais ça fait partie des fonctions vitales de tout un chacun qu'on est aujourd'hui dans cette salle, avant d'être agriculteur, citoyen ou quoi que ce soit. Sur la question de l'actif et de l'annonce du crédit agricole. Bon, le crédit agricole, ça fait un petit moment qu'ils sont acteurs des agriculteurs, qui financent l'agriculture française. Là, le sujet, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient rentrer au capital de certaines exploitations, notamment dans une phase test en Bretagne. Ça fait lien avec ce que disait tout à l'heure Julien sur la question des capitaux, de reprise de capitaux d'exploitation. Et donc, en fait, ça doit nous alerter tous sur notre capacité à avoir répondu à la question de la transmission. En fait, c'est révélateur. C'est-à-dire que si nous, et pour le coup, on y travaille sur la question de la transmission, mais si nous, on ne se met pas en capacité de proposer un modèle
qui fonctionne et de manière très rapide sur ces hautes valeurs capitalistiques, et ben en fait on s'aperçoit qu'il y a un marché qui s'ouvre. Alors là, Crédit Agricole répond à un besoin, ni plus ni moins. Ils ont observé qu'il y avait un besoin de portage de capitaux dans ces exploitations. Ça fait un produit, ils y vont. Personne n'est revenu dessus, mais InVivo a aussi parlé cet été d'un autre système. Ça nous interpelle tous. Et en fait, c'est que moi, j'observe que si on continue à pas avoir de solution pour la transmission et l'installation en agriculture, en fait, il y en a d'autres qui vont s'occuper du problème. Aujourd'hui, c'est InVivo, demain, ça sera d'autres acteurs. Et donc, en fait, qu'est-ce que nous, vous, ensemble, on arrive à proposer pour endiguer ces problèmes? Parce que, en tout cas chez JA, on n'a pas envie d'avoir des acteurs qui ne sont plus tout à fait agriculteurs décider et apporter des capitaux dans les cours de ferme. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Crédit Agricole et InVivo. J'en profite juste sur le dialogue stratégique et la vision européenne qui fait lien avec l'actif. Et pour le coup, on va devoir y revenir et y retravailler sur la définition de l'actif. Moi, ça me semble prépondérant au vu des profils qui s'installent en agriculture aujourd'hui et qui constituent l'agriculture, au vu des défis qui sont les nôtres. On doit évidemment en changer la vision, le paradigme. L'actif aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on vit, les nouvelles générations qui s'installent en agriculture. Et donc, c'est sûr, c'est difficile à définir déjà au niveau européen, au niveau français aussi, mais enfin, si on s'en saisit pas, je pense qu'on rate l'objectif. Et pour le coup, le dialogue stratégique en a plutôt pris conscience. Et donc voilà, intéressant de voir un peu comment ça va évoluer, mais on restera évidemment moteur et force de proposition sur ces questions européennes et l'analyse du dialogue stratégique. Julien, je te laisse répondre sur les questions d'observatoire et puis de foncier aussi. Alors, sur les questions de l'élargissement de l'observatoire, bien entendu favorable. Hein. On sait qu'il y a un sujet sur ces questions-là, notamment, je parlais tout à l'heure du poids du foncier dans le coût global de l'installation, mais on observe aussi que le coût de la mécanisation notamment a fait un bond aussi ces dernières années, et pas simplement dû au Covid. On avait quand même une hausse assez structurelle du coût de mécanisation dans l'installation, donc on sait qu'il y a un sujet extrêmement important. Sur le foncier, effectivement, c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, stratégique, important. Il faut le mettre au bon timing. Et effectivement, à l'automne, on a des priorités sur tous les engagements qui ont été donnés par le gouvernement, sur des aspects de revenus et sur aboutir sur des propositions installation-transmission. Et dans un second temps, se plonger sur la partie foncière, donc plutôt sur l'année 2025, très concrètement, peut-être avec un événement au Salon de l'Agriculture pour marquer le coup sur le foncier. C'est une hypothèse sur laquelle on pourrait travailler, mais en tout cas plutôt courant 2025, et sur l'automne, on a envie de pouvoir se concentrer à la fois sur ce qui nous a été promis et à la fois sur les chantiers qui sont en cours. Voilà très concrètement sur le foncier. Et sur le fiscal, un seul mot d'ordre pour nous, il faut que la fiscalité oriente pour installer plus et mieux. Merci messieurs. D'abord pour la clarté et la précision de vos réponses à des questions de collègues parfois complexes. Mais tous ici, en tout cas ceux qui sont restés, partageons ce souci d'améliorer les conditions et le développement de l'agriculture française. Je résume sur 2 points que vous avez mentionnés. Déficit annuel d'installation de 6 000 exploitations, éviter la financiarisation, faciliter la transmission. Vous appelez une sorte de du-trail agricole, j'ai l'impression, pour la transmission. Vous parliez, vous, d'Egalim comme un bon véhicule, mais qu'il faut améliorer. C'est finalement des challenges pour nous, législateurs. C'est des défis auxquels on doit s'atteler pour pouvoir dégager dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, une meilleure capacité à l'agriculture française pour se développer. Voilà, chers collègues, je vous remercie, vous particulièrement. C'était ma première, mais pour le parfait respect des nouvelles règles que nous nous sommes imposées dans cette commission. Il n'y a pas eu un accroc, vous avez été tous de bons élèves. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, dès demain matin à 9h30, où on reçoit la Confédération paysanne. Je vous remercie. 9h30 demain matin. Merci beaucoup.